Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Bien-être. C'est Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette première émission mensuelle de 60 minutes intitulée « La quête du bonheur ». Cette quête passe bien évidemment par la volonté de nous aider à éradiquer nos souffrances, toutes ces perturbations qui nous empêchent d'être heureux. Alors, pour cette première émission, nous allons recevoir avec joie Anne-Sophie Green, conseillère en développement personnel et experte en conduite de changement. Nous allons aborder dans cette émission un thème qui lui est cher, le sentiment d'abandon. Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invitée. Eh bien, bonjour Anne-Sophie, bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette interview sur Radio Bien-être. Bonjour Philippe et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est la première de notre émission, La quête du bonheur. Alors, avant d'aborder ce thème de notre émission du jour, je vais me permettre de te présenter. Donc, tu travailles comme manager dans une grande entreprise industrielle. Et dans ce cadre, tu pratiques le coaching et mentoring, entre autres, d'équipes d'ingénieurs à l'aide de tes nombreuses années d'expérience, renforcées par tes années aussi d'expérience dans les domaines du développement personnel. Alors, tu as 25 ans d'expérience dans la communication, les ressources humaines et la conduite de changement. Tu as également 15 ans d'expérience en théâtre en tant qu'actrice et metteur en scène. Il me semble d'ailleurs que tu es en train de monter une pièce de théâtre dans le cadre du well-being de ton entreprise. Que dire de plus ? L'humanitaire t'attire depuis de très nombreuses années, ce qui t'a amené à créer une fondation pour cette entreprise, mais ton rêve serait d'en créer une nouvelle pour aider les femmes et les enfants. Tu as d'ailleurs 2 enfants. Tes passions, le tai chi, le piano, la lecture et la méditation. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose ? Non, je crois que c'est déjà un beau tour d'horizon, effectivement. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans ces 50 minutes que nous allons passer ensemble sur le thème d'aujourd'hui qui porte sur le sentiment d'abandon. Et en premier lieu, la première question que j'aimerais te poser, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le sentiment d'abandon ? Oui, complètement. Alors, juste une petite précision quand même dans tout ce que tu as dit. Effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Je ne suis pas coach, je vais dire, certifié. Je ne suis pas non plus psychologue. Mais cependant, je suis quelqu'un qui a vécu l'abandon et qui a énormément et toute ma vie travaillé dessus. Quand je dis toute ma vie, oui, c'est depuis l'adolescence en tout cas, où j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, l'article que j'avais écrit dans le cadre d'Enquête du bonheur et finalement toutes mes réflexions sur ce thème-là sont vraiment issues de mon expérience et issues du travail que j'ai fait sur moi-même. Alors voilà, c'est important de le préciser et je suis certaine, et ce serait sûrement très intéressant après d'interviewer des coachs, voire des psychologues, parce que je sais que c'est un thème très important, très souvent abordé, parce que c'est, on va dire, un des sentiments qui crée le plus de mal-être et de souffrance, et énormément de personnes en sont atteintes. Voilà. Donc après cette petite introduction, le sentiment d'abandon, c'est un sentiment qui naît depuis l'enfance. C'est un sentiment qui naît d'une séparation, alors qui peut être une séparation évidente d'un enfant abandonné par ses parents, et qui est adopté ensuite, mais ça peut être des séparations beaucoup plus subtiles. Un abandon qui est né tout simplement, par exemple, d'un enfant qui voyait très peu ses parents ou dont les parents ont divorcé. Des enfants qui ont finalement très très mal vécu une séparation et qui vont ensuite vivre ce sentiment d'abandon toute leur vie, et ensuite dans leur vie courante en tant qu'adultes, sans forcément mettre un mot dessus, sans forcément avoir une explication. Et on va dire que ce sentiment d'abandon va si je puis dire, pourrir leur vie, en tout cas gâcher leur existence sans leur provoquer énormément de mal-être et énormément de souffrance aussi, avec des vies de couple très très compliquées, parce que ça se porte très souvent sur la vie de couple ou même la vie familiale, sans forcément identifier cela. Voilà, donc c'est compliqué de mettre une définition, mais en tout cas, je pense qu'en parlant de l'origine, c'est un petit peu plus clair.
Alors c'est vrai que c'est sur cet article que tu avais écrit, il y a eu énormément de retours, de beaucoup. On s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup de monde était touché par cette problématique. Souvent plus les femmes en avant, tout simplement parce que peut-être que les hommes ont peur d'en parler, mais les hommes sont vraiment très touchés, et comme tout le monde, je pense, par ce sentiment d'abandon, me semble-t-il, non ? Ah, c'est sûr. Après, c'est évident que même statistiquement, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se posent ces questions. Et puis la souffrance, parfois, ne se porte pas tout à fait de la même façon sur un homme et une femme. Finalement, un homme a plus tendance, alors attention, là je suis dans les grandes généralités, disons c'est ce qu'on peut observer, les hommes partent souvent finalement dans une attitude de je maîtrise tout, je me mets autour de moi une barrière, je me mets une écorce et rien ne peut m'atteindre, et surtout je vais pas trop creuser ce qui se passe. Donc effectivement ils peuvent traverser leur vie en se protégeant de plein de choses, alors qu'une femme qui est confrontée, qui va devenir maman, qui a des enfants, qui va être confrontée à un certain nombre de choses et qui est souvent un petit peu plus sur l'intériorité, on va dire, va elle se poser d'autres types de questions. Donc c'est pour ça que c'est vrai que mon article, et j'ai été très surprise finalement de succès qu'il a eu, mais c'est vrai que toutes les questions qui ont été posées quasiment ont été par des femmes qui sont venues, d'abord qui ont réalisé un certain nombre de choses et qui après sont venues poser des questions. Mais je pense que ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Tu pourrais peut-être nous donner des petites précisions, puisque tu es venu à écrire sur ce type de problématique, parce que tu as traversé donc une expérience toi-même vis-à-vis de la chose. Pourrais-tu nous en parler un petit peu ? Oui, moi j'ai vécu finalement une histoire assez banale, on va dire, surtout des personnes de ma génération, entre 40 et 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui les enfants, les parents, que je suis d'ailleurs aujourd'hui, ont des comportements différents avec les enfants, mais à l'époque, les parents étaient moins, moins sur les enfants, on va dire. Les parents vivaient sûrement un peu plus leur vie, etc. Et en tout cas beaucoup moins tournés sur la psychologie de l'enfant, en se demandant s'il est bien dans sa peau, etc. Les critères pour les parents à l'époque, c'était tu dors bien, tu manges bien, tu travailles bien à l'école. Et si ces 3 cases étaient cochées, finalement l'enfant allait bien. Donc alors moi j'ai vécu et puis c'était une génération finalement, nos parents, nos grands-parents, qui exprimaient beaucoup moins leurs émotions, leurs sentiments qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société accompagnée aussi, comme je le disais, par des psychologues, parce qu'on voit la télé, par les livres qu'on lit. On a tendance à un peu plus exprimer ce qu'on ressent. À l'époque, c'était plus compliqué. Donc moi, finalement, j'avais des parents, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître, qui avaient des parents qui m'aimaient, et j'en suis absolument convaincue, mais qui ne me l'exprimaient pas, voire avec finalement une certaine froideur. Et leur amour, finalement, se montrait autrement, par le soin, le fait qu'ils s'occupaient de nous, pour l'école. Ils voulaient notre bien, qui était de bien travailler à l'école, etc. Mais finalement, c'était pas vraiment des parents qui nous disaient « je t'aime » à tout bout de champ, comme on a tendance à le faire, nous, avec nos propres enfants. Donc j'avais une maman qui, elle, parce que elle-même n'avait pas non plus, ne s'était sûrement pas sentie aimée par ses parents, donc avait un peu de mal à me le dire. Et puis un papa qui en plus est parti, puisque mes parents ont divorcé, donc j'avais 9 ans, et qui est parti, qui s'est remarié, et que je n'ai pas vu pendant 15 ans. Donc c'est vrai que le facteur de ces 2 parents-là a fait que je me suis sentie abandonnée. Étant petite fille, sans bien sûr mettre le mot abandonnée, t'imagines bien sur ce que je ressentais. Je me suis sentie extrêmement seule, et j'ai grandi avec ce sentiment-là, qui ne m'a pas empêché, j'y reviendrai sûrement après dans l'interview, de bien travailler à l'école, comme on dit, d'avoir plein d'amis, etc. Et puis finalement, quand j'ai été adulte et que j'ai commencé à vivre en couple, je me suis confrontée à un certain nombre de problèmes dans mes couples, qui venaient de ce sentiment d'abandon, et que j'ai identifié bien plus tard, à la suite de développement personnel, de travail thérapeutique, qui m'ont permis vraiment de prendre conscience de cette blessure d'enfant qui me poursuivait depuis des années, alors que
j'étais quelqu'un qui avait toujours l'air très en forme, toujours très optimiste, toujours le sourire et la pêche, etc. Donc c'était forcément pas évident de trouver cette blessure qui, je peux te dire, était très 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 enfouie. D'accord, et aujourd'hui tu en es ? Alors aujourd'hui, j'ai fait un grand chemin. Et c'est pour ça que je me suis permis, bien sûr, d'écrire cet article, parce que je vais pas dire que j'en suis sortie, parce que ce serait faux, et je pense que quand on a une blessure, on n'est jamais complètement sorti. J'ai des petites retombées, on va dire, de temps en temps. Je me retrouve confrontée. Par contre, aujourd'hui, la grande différence, c'est que je l'identifie quasiment instantanément, ou si c'est pas dans la seconde, c'est dans le quart d'heure d'après, où je vois que je viens d'être confrontée à ce sentiment d'abandon, que ce soit avec mes enfants, ça m'arrive même avec mes animaux. Donc voilà, je suis encore confrontée aujourd'hui, mais par contre, par le fait de l'identifier, bien entendu, il disparaît immédiatement. Je le regarde en souriant avec beaucoup de bienveillance, et puis je reprends ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ressens plus du tout les mêmes souffrances que j'ai ressenties depuis des années. D'accord. Bon, on va y revenir justement. Ça sera peut-être la finalité de cette interview, peut-être pour trouver des pistes pour aider toutes ces personnes qui sont dans ces mêmes problématiques, ou qui les découvrent seulement maintenant. Alors, ne vous inquiétez pas, on a un chat dans le studio aujourd'hui, donc on va entendre des petits cris. C'est très rigolo. Il vient de temps en temps dans les studios, mais il fait partie du lieu. Alors, moi, ce que j'aimerais, parce que dans ton article tu en avais parlé, et ça serait pas mal d'avancer un petit peu, parce que souvent, on dit qu'effectivement, il y a des conséquences à ce sentiment d'abandon, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au couple dans lesquels, ce que tu as traversé dans ta vie, et quelles seraient ces conséquences du sentiment d'abandon dans la vie d'adulte, que ce soit de la dépendance affective, de la manipulation. On a parlé des pervers narcissiques, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a même eu un film il y a quelques mois, Le Roi, je crois que c'était son titre, Mon Roi. Et donc, est-ce qu'il y a déjà un lien, et effectivement, est-ce que tu peux expliquer un peu les conséquences de ce sentiment d'abandon dans la vie d'adulte ? En fait, le sentiment d'abandon, il a des conséquences multiples, parce que, en fait, quand on a vécu ce sentiment d'abandon, et qu'on l'a toujours en soi, on n'a qu'une peur, c'est à nouveau le rejouer, et se sentir abandonné, donc se sentir quitté, et en fait, c'est un sentiment qui se rejoue à chaque fois, généralement, qu'il y a une séparation. Donc, on s'est senti abandonné, on a énormément souffert. Et du coup, chaque situation dans la vie adulte où on va vivre une séparation, où on va quitter quelque chose, quelqu'un, où on se fait quitter, on va rejouer ce sentiment d'abandon, et on va se retrouver face à sa blessure en pleine poire, je vais dire. Donc, finalement, ce sentiment d'abandon, il va se rejouer à chaque situation où il y a un risque de se faire quitter, de se faire abandonner. Alors, bien sûr, le plus évident, c'est dans sa vie sentimentale, puisque quand on vit avec quelqu'un et quand on est dans un couple, on va avoir qu'une peur quand on a ce sentiment d'abandon en soi, c'est de se faire quitter. Alors, on développe deux types d'attitudes, que j'avais notamment décrit dans l'article. Soit on s'ultra-protège en se mettant derrière des grands murs inatteignables, et on va être quelqu'un d'extrêmement froid qui ne va jamais tomber amoureux, ou en tout cas bien se garder de tomber amoureux. Donc là on va mettre toutes ses défenses, son bouclier, son armure, etc. On va avancer dans ses relations sentimentales avec une certaine froideur. Donc je peux vous dire que pour le conjoint ça peut être très très compliqué, avec des gens finalement en devenant quelqu'un de très dur, alors ça peut être justement les fameux manipulateurs, comme on a vu dans Mon Roi, le rôle de l'homme qui finalement manipule l'autre. Mais s'il manipule l'autre, il faut se dire deux choses. D'abord, c'est qu'il en est peut-être pas complètement conscient, et s'il le fait, c'est parce qu'il a qu'une peur, c'est de tomber amoureux. Alors il est très attiré par les personnes qui sont amoureux et qui ont des sentiments, parce que lui en est incapable.
Et donc, quelqu'un qui a développé un sentiment d'abandon peut être complètement ce manipulateur et cette personne qui va tout faire pour ne surtout pas tomber amoureux, être très froid, très lointain et se défendre de tous les sentiments qui sont. Ou alors, vous pouvez développer complètement l'attitude inverse, qui va être la personne qui va essayer de se faire aimer à tout prix par tout le monde, et notamment par son mari, et qui va tout faire, ou sa femme, et qui va tout faire pour lui plaire, et qui va complètement changer de personnalité juste pour que l'autre ne te quitte jamais. Donc si l'autre aime partir en montagne, vous allez faire la montagne. Si par contre il aime le ski, vous allez faire du ski. S'il aime nager, vous allez nager. Mais sans vous demander un instant, vous, finalement, qu'est-ce que vous aimez, parce que en fait, ça devient secondaire. La seule chose, c'est juste de plaire à l'autre. Alors c'est aussi toutes ces... Alors on parle souvent des femmes, mais des hommes aussi, qui développent une ultra-séduction et qui sont dans la séduction permanente, parce qu'en étant dans la séduction, vous vous rassurez en vous disant comme ça on me quittera pas, je suis beau, je suis belle, etc. Et vous partez finalement dans une tendance qui ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment, à votre être, mais à juste votre peur et juste développer quelqu'un pour ne pas vous faire quitter, ce qui évidemment est une mauvaise stratégie puisque c'est pas pour ça que vous ne faites pas quitter. Et en plus, non seulement vous prenez aussi le risque de vous faire quitter, mais surtout vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment, avec toutes les souffrances que ça amène, et puis généralement un jour une grande prise de conscience par rapport à ça. Alors, c'est pas seulement dans la vie sentimentale que vous allez retrouver les conséquences de ce sentiment d'abandon, c'est aussi dans la vie professionnelle. Alors, dans la vie professionnelle, vous allez reconnaître, là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir qui vont se sentir concernés, pour eux, leur mari ou leur femme. C'est tous ces gens qui vont rechercher une reconnaissance absolument abyssale de la part de leur entreprise, de leur manager, et ce sont les gens qui travaillent de 7h à minuit tous les jours, qui vont d'ailleurs de l'autre côté sacrifier peut-être un petit peu leur vie de famille pour être reconnus socialement. Sûrement nos grands patrons, certains de nos grands patrons, faudrait peut-être les interroger sur leur vie. Oui, mais oui, qui finalement ne vont vivre que par cette reconnaissance. Et qui vont avoir besoin de se sentir reconnus. Et du coup, vous pouvez imaginer qu'au moment de la retraite ou au jour où vous êtes viré de votre poste, vous vous sentez tout d'un coup, c'est la fin du monde pour ces personnes-là. Donc ce besoin, ce sentiment d'abandon va se trouver par ce sentiment de reconnaissance, et c'est souvent, et finalement, le fait de se sentir aimé par son entreprise, de se sentir adulé, va permettre pendant un moment de temporiser et de croire qu'on ne souffre plus. Mais au fond, la souffrance est toujours là, tapis. Et comme je disais, elle va se retrouver le jour où on n'est plus dans ces postes-là, où on n'est plus reconnu, parce que c'est la loi aussi de l'entreprise, vous pouvez imaginer. Et ce qui explique souvent tous ces gens qui partent à la retraite et qui se retrouvent avec des maladies graves ou qui développent des choses terribles juste à 61 ans ou 62 ans, juste en ayant quitté l'entreprise, parce que tout d'un coup, ils sont plus reconnus, ils se sentent plus aimés. Et si peu qu'ils aient en plus sacrifié leur famille, ils n'ont plus rien. Et alors là, le sentiment développé depuis l'enfance se retrouve de façon exponentielle à ce moment-là. Voilà. Après, ce sentiment d'abandon les conséquences de ce sentiment d'abandon se retrouvent dans la famille aussi. Alors, alors souvent les mamans, c'est vrai, qui se retrouvent, qui ont un besoin d'être aimées absolu de la part de leurs enfants. Donc qui vont être tout pour leur enfant, et qui finalement vont avoir un certain nombre de problèmes le jour où l'enfant va partir, par exemple, ou le jour où l'enfant peut les rejeter pour une idée ou une autre, et en plus on transmet son sentiment d'abandon à ses enfants. Donc ça fait partie de quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous, de suraimer, de surinvestir vos enfants, ce qui est un des risques pour la personne qui a vécu son sentiment d'abandon, de surinvestir ses enfants et d'essayer de compenser finalement auprès de ses enfants l'amour qu'il n'a pas eu. Et c'est pas bon pour l'enfant.
parce que l'enfant surinvesti, c'est trop, et en plus sans se sentir ce besoin derrière. Donc, et vous vous retrouvez avec des enfants suraimés qui à la fin ont peur aussi d'être abandonnés, ce qui est complètement fou en fait. Ça peut être aussi, et j'avais lu d'ailleurs dans Enquête du bonheur une lectrice qui avait fait un témoignage en parlant de son mari, qui était en dépendance affective finalement avec son père, avec un besoin de reconnaissance alors qu'il était père de famille lui-même avec des enfants. Et finalement, en dépendance, en besoin de reconnaissance et d'amour de ses parents. Donc finalement, ce sentiment d'abandon, et je peux en lister encore énormément, les amis, etc. En fait, le sentiment d'abandon, la conséquence qu'il a, c'est que vous allez rentrer effectivement dans ces schémas de dépendance affective. Et en tout cas, il y a ce risque-là, que ce soit vos amis, votre travail, parce que vous avez un besoin viscéral d'être aimé. Et la chose subtile, c'est que vous pouvez donc, ça peut créer en vous au contraire une grande froideur, et parce que vous pouvez avoir, pour vous protéger, complètement l'attitude inverse de vous protéger, et du coup de ne rentrer dans aucune relation et d'être extrêmement froid, manipulateur et très dur avec les autres. Mais tout ça accompagné de beaucoup de souffrance. Ça par contre, c'est vraiment ce qui est commun à tous ces cas-là. À tous ces cas-là, mais j'ai bien l'impression que grand nombre d'entre nous sont passés par la problématique, effectivement, de la dépendance affective d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que c'est aussi le jeu de la séparation avec ses parents. On voudrait que ses parents soient toujours là quand on en a besoin, etc. Et puis c'est pas comme ça. Et c'est vrai que ce qui est important, alors là on arrive peut-être un peu dans les solutions, mais il faut apprendre à ses enfants à se séparer, à savoir se séparer. Il faut apprendre à ses enfants qu'on a aussi sa vie, que la séparation fait partie de la vie et qu'une séparation ne veut pas dire un manque d'amour. Et je pense que si on élève ses enfants comme ça, et si tout de suite l'enfant sait ça, je pense qu'on va l'empêcher d'avoir plus tard ce sentiment d'abandon. Le problème, c'est que les générations d'avant, comme je disais tout à l'heure, n'étaient pas forcément très tournées psy, et en tout cas sur tous ces concepts-là. Et on n'a jamais appris, enfin moi on m'a jamais appris, on m'a jamais expliqué qu'un jour, je pourrais être séparée, que les gens ont leur vie, et que l'amour n'est pas forcément lié à un rapport, à être tout le temps ensemble, être tout le temps lié, etc. Donc je pense que apprendre à ses enfants à savoir se séparer, que les choses ont une fin, et qu'ils ont apporté à eux l'amour. Et puis surtout, deuxième chose très importante, c'est que la chose qu'on nous a pas appris, et que je pense il est très important d'apprendre à ses enfants, c'est à s'aimer soi-même, à savoir s'aimer soi-même, à porter l'amour de soi-même et à ne pas être dépendant de l'amour des autres. Et quelqu'un qui s'aime profondément n'a pas besoin de l'amour des autres et ne sentira jamais un sentiment d'abandon. Donc, tu vas me dire, facile à faire, mais... On va y revenir parce que ça va faire peut-être partie des pistes et des solutions. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est que... quand je dis que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un être sur la planète qui est épargné, dans le sens que le premier abandon qui existe, c'est celui qui, lorsque l'être sort du ventre de sa mère. Bien sûr. Oui, c'est le premier et que tout le monde vit, ça pour le coup. Bien sûr, on sort de la matrice, on se retrouve séparés. Donc c'est le premier abandon compliqué. Après, je pense que justement avec une éducation un petit peu différente, avec des parents qui s'aiment eux-mêmes et qui apprennent en grandissant et qui vous apprennent à vous aimer, je pense que ce sentiment peut en tout cas s'atténuer, voire disparaître. Ça, j'en suis absolument persuadée. Bon, Anne-Sophie a déjà très envie de donner des solutions. On n'est même pas encore à la moitié de notre émission superbe, avec déjà des bonnes pistes et des bonnes informations qu'elle nous transmet. Moi, j'avais lu qu'effectivement, tu disais que dans une relation dite toxique, que le manipulateur et le manipulé peuvent souffrir du même mal, ce sentiment d'abandon, mais jouer d'une manière différente. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus ? Je l'ai expliqué tout à l'heure, en disant que, en fait, on peut se retrouver, finalement, quand on souffre du sentiment d'abandon, on peut développer ensuite, adulte, 2 types d'attitudes. Le premier, c'est de faire tout pour se faire aimer, et du coup de tout accepter.
Et ça, c'est typiquement les victimes des manipulateurs, parce qu'on se dit toujours, mais comment cette femme peut se faire manipuler de la sorte avec des hommes... je parle d'une femme et d'un homme, encore une fois, ça peut très bien se faire dans l'autre sens, mais disons que c'est plus courant, en tout cas les femmes en parlent peut-être plus facilement. Mais disons que la personne manipulée par un manipulateur va faire des choses alors qu'elle peut avoir beaucoup de personnalité, ça peut être une femme indépendante. Enfin, c'est quand même incroyable. Il y a des gens, moi je connais même des gens, chefs d'entreprise, etc., qui peuvent tomber sous la coupe d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Donc ces hommes, ces femmes manipulées, finalement, ont tellement peur de se faire quitter, ont tellement peur de rejouer cette souffrance d'enfant qu'ils vont aller jusqu'à accepter des choses absolument inacceptables. Voilà. Mus par ce sentiment d'abandon qu'ils n'ont pas identifié et qui vont leur faire des choses et eux-mêmes ne comprennent pas. C'est-à-dire que dès qu'ils regardent leur vie en disant mais comment j'ai pu accepter ça, comment je peux accepter ça, ils n'arrivent même pas à comprendre finalement le lien un petit peu inconscient qui se joue. Et puis le manipulateur, comme je disais, lui c'est la personne qui s'est fait abandonner, qui a souffert également de ce sentiment et qui va se mettre une armure et devenir la personne très froide des manipulateurs qui va tout faire pour ne surtout pas tomber amoureux, pour ne surtout pas avoir des émotions, parce qu'il sait que si il tombe amoureux, il a le risque de se faire quitter. Et il a le risque de se faire abandonner et de ressouffrir. Donc pour pas souffrir, qu'est-ce que vous faites ? Vous devenez froid et vous faites tout pour ne pas aimer. Donc vous devenez absolument odieux avec la personne, voire manipulateur. Et finalement, ça vous rassure de manipuler quelqu'un parce que l'autre personne est sous votre joug, vous avez l'impression qu'elle est complètement sous votre joug et qu'elle est folle de vous, et que du coup, elle vous quittera jamais. Et donc vous êtes rassuré en vous disant c'est la bonne attitude, mais vous souffrez quand même terriblement et la personne manipulée souffre terriblement. Donc c'est en plus des relations absolument toxiques. Alors sans devenir complètement manipulateur et pervers narcissique, parce que heureusement tout le monde ne le devient pas, tous ceux qui souffrent d'abandon, vous pouvez quand même développer une attitude de quelqu'un d'assez froid, séducteur. Donc vous avez pas mal d'hommes et de femmes très séducteurs qui passent d'une relation à l'autre sans jamais, vous savez, ça arrive à tout le monde de rencontrer un conjoint et vous dites mais c'est pas possible, il a pas du tout envie de s'investir. Dès qu'il sent que vous vous attachez à lui, hop, il s'en va et puis il va revivre la même chose. Ça c'est souvent des histoires qu'on entend. C'est typiquement toutes ces personnes qui ont peur de s'attacher parce qu'elles ont peur de se refaire quitter et de l'abandon. Donc c'est assez courant finalement et se joue du coup dans ces relations beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées en déjà mettant un mot dessus et en comprenant les enjeux et ce qui se passe. Alors justement, certainement une question qu'attendent nos auditeurs, est-ce que l'on peut se guérir de cette dépendance et comment ? Oui. On peut se guérir. Ça peut paraître prétentieux de dire j'en suis un exemple parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne guérit jamais complètement, mais honnêtement, je pense que sans se guérir à 100% et ne plus jamais subir et souffrir de sentiments d'abandon, on peut en tout cas mettre énormément de distance par rapport à ça et voir ce qui se joue. En fait, la chose la plus évidente et qui va vous permettre de prendre cette distance, c'est déjà de l'identifier. Alors, souvent, peut-être que les gens qui m'écoutent, les gens qui ont lu l'article, et puis bien d'autres, parce qu'il y a énormément de littérature, d'articles, ont dû déjà mettre le doigt dessus. En tout cas, si ça vous titille quelque part en vous disant « Tiens, ce qu'elle dit là, ça me parle un petit peu », posez-vous la question, parce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc déjà, ce qui est extrêmement important, c'est de l'identifier. C'est pour ça que moi, j'ai écrit cet article, c'est pour ça que je viens à la radio, parce que moi, c'est grâce aussi à une lecture que j'ai, à un moment donné, ou avec une discussion, que j'ai pris conscience de ce qui se passait. Alors, et cette prise de conscience est extrêmement importante.
Voilà, je pense que, et d'ailleurs, certains retours des lecteurs de l'Enquête du bonheur m'ont fait énormément plaisir, puisque finalement, rien qu'en lisant l'article, ça a déclenché chez eux finalement une prise de conscience. Alors, bien sûr, là, le travail n'est absolument pas fini. Je dirais qu'il commence à travailler. Ça commence juste là. C'est-à-dire qu'il suffit pas de lire un article ou d'écouter à la radio pour se dire ça y est, je vais être guéri. Par contre, c'est un énorme pas. Il faut se dire que déjà quand vous avez identifié le problème, vous avez fait quand même une partie du chemin, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sans mettre le doigt dessus et qui souffrent finalement sans vraiment comprendre, ou en tout cas même s'ils n'ont pas l'impression de souffrir, parce que tous ces gens qui se protègent finalement peuvent avoir une vie qui leur semble très correcte, etc. Mais ils ne vivent pas vraiment leur vie, et ça, au fond d'eux, ils le savent très bien, parce que finalement, ils vont vivre la vie d'un autre, juste de quelqu'un qui veut se protéger. Donc, c'est pas tout à fait la vie qu'ils ont au fond d'eux. Donc après, eh bien, une fois que vous avez identifié, il faut travailler, et suivant finalement la gravité de la blessure, je vais dire, il y a plein de choses possibles. Moi, bien sûr, ce que je recommande, et je peux vous dire que je l'ai fait énormément autour de moi, et que souvent ça conduit à du succès, c'est de travailler avec un thérapeute, de travailler comme je l'ai fait moi, de travailler avec un psychologue, avec un psychiatre. Enfin après, bien sûr, vous choisissez la personne et je dirais l'aspect psychothérapie que vous préférez. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Gestalt, qui je trouve est quelque chose de très efficace, parce que on travaille beaucoup avec nos émotions, avec notre ressenti, et je pense que c'est quelque chose qui en tout cas m'a amené énormément de choses. Mais après, le plus important, c'est que la personne travaille avec quelqu'un avec qui elle se sent bien, et avec qui elle sent que ça bouge aussi, parce que c'est très important que les choses bougent. C'est bien de suivre des thérapies, mais c'est important que la vie change et qu'on s'aperçoit qu'on fait des progrès. Voilà. Alors, j'ai juste c'est peut-être pas pour rire, parce qu'effectivement, c'est peut-être une possibilité. Est-ce qu'on peut devenir dépendant aussi de son thérapeute ? Absolument. Ah oui. On peut devenir son thérapeute. J'ai quelques exemples aussi autour de moi. Oui, on peut devenir dépendant de son thérapeute, et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est quand les gens autour de vous disent « Ah, c'est dingue ce que t'as changé », ou vos enfants, ou votre conjoint, c'est quand vous vous sentez mieux dans votre vie professionnelle, parce que c'est pas avec votre psy que vous allez voir que ça va mieux. Là où vous allez voir que ça va mieux, c'est dans votre vie. C'est dans votre vie où vous aurez moins de souffrance, où votre attitude sera différente. Et souvent, des gens qui souffrent et qui sont pas bien dans leur vie, le bon effet d'une thérapie, c'est quand vous changez de vie, ou en tout cas que votre vie correspond vraiment à ce que vous aimez. Voilà. Donc, attention à tous ceux qui restent 20 ans dans une thérapie et qui ont toujours la même vie et les mêmes problématiques. Parce que malheureusement, oui, on peut rester dans une thérapie longtemps sans que ça bouge. Mais bon, on va dire qu'il y a énormément de praticiens fabuleux, de gens qui font un métier vraiment magnifique, et il faut aller voir des thérapeutes, aller vous faire aider. Je pense honnêtement que tout seul, on peut pas avancer, on peut pas. C'est très bien d'identifier au départ le problème, et quelquefois on le fait soi-même via des lectures, via des discussions, mais ensuite on peut pas soi-même aller se challenger, on peut pas soi-même aller regarder au plus profond d'eux, ou alors ça devient que mental dans votre tête, et vous vous manipulez vous-même en fait. Donc allez travailler avec quelqu'un. D'autant plus pour des blessures aussi profondes, aussi lointaines. Exactement. Il faut pas jouer avec ça en plus, et tout seul on peut pas. Enfin, moi je connais personne qui fait de l'auto-thérapie. J'entends des personnes qui disent j'ai lu des livres, et puis voilà, avec ça va beaucoup mieux, j'ai compris. Oui, intellectuellement vous pouvez, une fois que vous avez identifié votre problème intellectuellement, c'est très clair pour vous. Vous dites bah oui, j'ai ça. Le problème, c'est que y a rien qui se passe. Voilà. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment aller au plus profond. Il faut avoir quelqu'un d'extérieur qui n'a pas de lien avec vous. Attention aussi aux copines qui vous font faire de la thérapie, parce qu'elles sont dans la relation avec vous, et il se joue des choses. Donc ou votre conjoint, parce que je l'ai vu ça aussi. Avec mais c'est mon mari ou c'est ma copine qui m'aide. Non, dès qu'il y a un enjeu, cette personne ne peut pas vous aider.
c'est pas vrai. Il faut que ce soit une personne neutre, qui a du recul, qui a souvent vécu ces choses-là d'ailleurs, et qui va vous aider avec des méthodes. Quelqu'un qui a travaillé sur lui aussi, ça c'est très important. Qui a étudié, qui est diplômé, et je pense que c'est vraiment important de faire attention et de bien choisir la personne avec qui on travaille. Donc ça, moi je dirais que c'est la première chose. Allez voir quelqu'un, ne diabolisez pas le psy. Il y en a, oui c'est vrai qu'il y en a qui restent 20 ans, mais bon, c'est des personnes souvent qui n'ont pas forcément très envie d'avancer, mais il y a aujourd'hui même des thérapies courtes, des thérapies plus brèves, des thérapies comportementales, enfin il y a plein de choses qui existent dans plein de domaines, et qui sont pas forcément longues, mais qui vont droit sur ce que vous avez et qui vont vous faire énormément avancer. Alors ma question suivante, qui est dans la continuité justement des solutions à trouver, tu parles du fait de s'aimer soi-même, qui pourrait être effectivement une solution. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? En fait, c'est la clé. Alors, ça paraît complètement bateau de se dire apprenez à vous aimer, etc. Mais c'est vraiment l'étape la plus importante. Il n'y en a même pas d'autre, en fait. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on peut se faire aider par les différentes thérapies. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on passe son temps à trouver chez l'autre les causes de son mal, hein. D'ailleurs, dans une relation, si on reprend l'exemple que tu donnais tout à l'heure du pervers narcissique et de la personne manipulée va expliquer que c'est à cause du pervers narcissique qu'elle est malheureuse. La personne qui est renvoyée de son job va dire que c'est à cause de l'entreprise et de ce qu'elle a fait qu'elle se sent mal, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose de vraiment très clé, c'est que on a toujours l'impression que la souffrance vient des autres et est à cause des autres, mais la souffrance, elle vient toujours de soi-même, et la souffrance, elle est toujours au fond de soi. Et les solutions, elles sont toujours au fond de nous, et elles sont en nous, et elles sont pas chez les autres, jamais. Une personne, votre conjoint, a le droit de vous abandonner, de vous quitter, pardon, oui, même moi, elle ne vous abandonne pas. Votre mari a le droit de vous quitter, votre employeur a le droit de vous licencier, la plupart du temps. Donc, ce n'est pas de l'abandon. Les gens ont le droit d'être avec qui ils veulent, ont le droit d'aimer quelqu'un d'autre, et ce n'est pas pour ça que ça fait de vous quelqu'un d'horrible, de pas bien, etc. Les gens évoluent, et la personne qui est avec vous peut très bien ne pas être bien avec vous et rechercher autre chose, ou vous quitter pour ses propres raisons, parce qu'elle a ses propres problèmes aussi, etc. Vos enfants ont le droit, et d'ailleurs il faut l'espérer, de partir à 18 ans, à 19, etc. Donc oui, les gens ont le droit de vous quitter. Et s'ils partent, ce n'est pas leur faute si vous souffrez, c'est la vôtre. Et alors, faute, attention, je ne veux surtout pas donner de la culpabilité, c'est votre problématique à vous, et c'est à vous de le régler. Et c'est au fond de vous. Et c'est pour ça qu'apprendre à s'aimer, à regarder sa souffrance et à essayer de régler sa souffrance, de s'approprier sa souffrance et d'essayer de la régler, c'est déjà énorme. Parce que malheureusement, la plupart des personnes qui vont aller chercher les causes de leur souffrance chez les autres ne vont jamais avancer, en fait, dans leur vie. Est-ce que ça peut être justement un déclic pour se rendre compte qu'à chaque fois que l'on reporte la faute sur l'autre, c'est qu'il y a une problématique chez soi ? Exactement. Si déjà vous êtes en train de vous dire « oui, mais si mon mari était autrement... ce serait comme ça, si j'avais un meilleur job, je serais heureuse, si mes enfants travaillent bien à l'école, je serais heureuse, etc. Dites-vous qu'il y a un problème. Votre bonheur, il est chez vous, il est indépendant d'énormément de choses, il est indépendant de beaucoup de choses. Votre bonheur est dépendant de vous-même, et c'est à vous de le trouver, et c'est à vous de régler votre souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider, et dès que vous attribuez votre souffrance à quelqu'un d'autre, oui, c'est qu'il y a un problème, et sûrement quelque chose que vous ne voulez pas voir. Apprendre à s'aimer, ça se fait tout seul, ou il faut de l'aide ? Non, c'est ce que je disais. C'est très important d'avoir de l'aide, de se faire aider, pour qu'on mette
pour que quelqu'un, finalement, le thérapeute, le coach peut-être, permette de mettre le doigt sur la souffrance que vous avez enfouie. Parce que finalement, le fait de ne pas vous aimer, c'est souvent dû à des choses passées, alors les relations peut-être avec vos parents, des relations plus récentes, enfin, ça peut être lié à extrêmement beaucoup de facteurs. Il y a même des choses transgénérationnelles, enfin, beaucoup de choses dont moi, je n'ai pas du tout la compétence, mais il y a énormément de choses et qui font que vous ne vous aimez pas. Et vous abordez votre vie d'adulte avec une image de vous qui n'est pas bonne forcément tout ce qui va suivre va pas être très bon et va générer beaucoup de souffrance. Donc la personne, le thérapeute, le coach va vous permettre peut-être de mettre le doigt sur la raison pour laquelle aujourd'hui vous ne vous aimez pas. Et je peux te dire que le jour où tu mets le doigt dessus, mais c'est une libération. Parce que finalement, tu te rends compte que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, tu as cette image-là. Donc moi, si je prends l'exemple me concernant, je me suis rendu compte, et ça c'était grâce d'ailleurs à mon thérapeute qui un jour m'a dit « mais tu as un masque ». Regarde le masque que tu as. Même quand tu souris, c'est pas ton sourire, etc. Et en fait, c'est vrai que je m'apercevais que j'avais une image, que je trimballais une façade, effectivement, qui n'était pas du tout moi, et qui, du coup, générait des mauvaises rencontres, puisque finalement, c'était des gens qui étaient attirés par mon masque, pas parce que j'étais vraiment derrière. Donc, beaucoup de malentendus sur mes relations, sur même ce que je faisais, etc. Et le jour où j'ai mis le doigt là-dessus, ça a été quelque chose d'énorme. Mais comment, moi, j'aurais vu mon masque moi-même ? C'est impossible. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment, vous met le doigt dessus et où j'ai compris d'où venait ma souffrance, où j'ai compris comment, finalement, je me sentais pas aimée et comment cette souffrance m'avait accompagnée et tout ce que je voulais prouver finalement dans ma vie ensuite, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, etc. Donc, et je sais pas comment j'aurais pu faire ça toute seule, franchement. Alors pour être un peu provocateur, est-ce que ça serait pas un peu aussi narcissique de s'aimer soi-même ? Non, je pense que c'est absolument la base de beaucoup de choses. D'abord parce que moi je suis persuadée que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, parce que si on connaît pas l'amour pour soi-même, je vois pas comment on peut connaître l'amour pour les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il y a une différence entre s'aimer soi-même et n'aimer que soi-même. Ah, merci. Parce que ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Mais je pense que quelqu'un qui ne s'aime pas et qui essaie de faire des choses à l'extérieur et qui essaie d'aider les autres alors que pour finalement suffire. Alors ça, c'est une pratique d'ailleurs, moi, que j'ai connue beaucoup dans l'humanitaire, et c'est marrant que tu en parles parce que d'ailleurs, comme tu l'as dit dans mon portrait tout au début, oui, je suis passionnée, j'ai fait énormément d'humanitaire et d'action humanitaire dans ma vie, et je l'ai fait, et j'en suis tout à fait consciente, surtout quand j'étais très jeune, pour me prouver que j'étais vachement bien et que j'aidais les autres, etc. Et puis ça m'évitait d'aller regarder un petit peu au fond de moi ce qui se passait. Donc je peux vraiment en parler comme une vraie expérience. Je ne m'aimais pas, mais en étant super avec les autres, eux, ils disaient que j'étais vachement bien parce que je faisais de l'humanitaire et ça me rassurait, etc. Mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit la meilleure façon d'aider les autres. Et je pense qu'il y a un moment, il faut se reposer sur soi, aller chercher sa propre souffrance et oui, trouver un amour pour soi pour pouvoir après le donner aux autres et vraiment aider les autres. Ça, moi, j'en suis persuadée. Et finalement, les gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes aussi ont un problème à sens inverse, mais c'est pas des gens au fond qui s'aiment. Je pense que quelqu'un qui s'aime, qui est bien dans ses basques, il va vouloir aider les autres, il va vouloir se tourner vers les autres. C'est presque quelque chose de naturel. Moi, ça, j'y crois beaucoup dans l'être humain. Je pense que les gens qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, et vous avez l'impression d'avoir certaines personnes très orgueilleuses qui ont apparemment une très grande idée d'eux-mêmes. Je peux vous dire que, et j'en suis absolument persuadée qu'au fond, ce sont des gens qui ne s'aiment pas, qui se donnent cette image-là, ce masque-là, pour se rassurer, mais qui ne s'aiment pas. Donc oui, il faut s'aimer, c'est obligatoire pour aimer les autres, pour aider les autres, s'aimer soi et les autres. Voilà, c'est vraiment important.
D'une certaine manière, est-ce qu'on peut te contacter? De quelle manière on peut te contacter? Alors, comme je disais tout à l'heure, comme tu brossais dans mon portrait, je travaille aujourd'hui dans une entreprise. Donc, je ne suis pas coach. J'en ai pas pour l'instant fait mon métier, même si je pense que je me dirige et j'aimerais me diriger vers cela un jour. Voilà, pour l'instant, j'écris et je fais ma passion, puisque c'est vrai que écrire, aider les autres, ça fait partie de quelque chose de très important pour moi. Je le fais via Enquête du bonheur et je suis vraiment très heureuse de le faire par ce biais-là. Donc, on peut bien sûr me contacter. Te contacter via ce biais. En même temps, dans l'entreprise dans laquelle tu es depuis un peu plus de 25 ans, c'est quand même ton travail. Tu coaches des personnes. Oui. En fait, disons qu'aujourd'hui, je suis manager, donc j'ai une équipe et le bien-être de ces personnes est pour moi quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut travailler correctement et livrer des choses que quand on est bien dans sa peau. Et que pour moi c'est quelque chose d'important. C'est vrai que je passe énormément de temps dans mon management, dans ma gestion d'équipe, au fait qu'il soit bien. Et j'ai eu la chance d'avoir toute une série de formations, coaching, etc. bien sûr d'équipe. Donc c'est vrai que je manage plus avec une partie coaching. Je les aide à trouver eux-mêmes leurs solutions. Pour moi, développer le bien-être au travail est vraiment très important. Donc j'ai essayé d'appliquer toutes les techniques que je peux. Et notamment, nous avons mis en place une petite pièce de théâtre avec les gens de mon équipe et certains partenaires, et qu'on va jouer, j'espère, à la fin de l'année. Et il se passe plein de choses pendant cette pièce de théâtre, parce que pour moi, c'est vraiment du développement personnel, en tout cas tout le travail qu'on fait dans les répétitions, puisque pour trouver finalement un personnage, il faut bien se connaître soi-même et se débarrasser d'un certain nombre de ces problématiques. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe, et puis ça donne une cohésion dans l'équipe, énormément de motivation. Et par exemple, dans les entraînements, on apprend à respirer, on parle beaucoup de méditation, parce que j'aimerais bien aussi parler un petit peu de la méditation, qui pour moi est quelque chose de très très important. Voilà, donc tout ça, je le pratique en tout cas au travail, et c'est déjà un excellent entraînement, parce que je m'occupe de l'humain, et j'ai appris bien sûr énormément de choses, puisque je fais aussi de la conduite de changement, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses que je mettrai, j'espère vraiment un jour, au service de l'aide, du coaching que je ferai auprès des personnes. Moi, je voudrais que tu nous fasses part, s'il y en a d'une actualité effectivement à venir, puisque tu as des envies, des choses à faire, etc. Mais j'ai entendu parler qu'éventuellement tu étais sur l'écriture d'un livre. Oui, en fait, suite à l'article que j'ai écrit sur l'abandon, j'ai eu énormément, et j'ai été très très surprise et très heureuse de tous les likes et les réponses que j'ai eues des lecteurs d'Enquête du bonheur, avec mon article qui s'est énormément promené sur Facebook, sur le net, etc. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que c'était un sujet extrêmement important, que c'était un sentiment dont souffrent beaucoup de gens. Et comme j'ai encore plein de choses à dire dans les solutions, dans mon vécu, etc., j'ai des témoignages autour de moi, j'ai décidé donc d'écrire un livre sur ce sujet-là. Sur cette thématique. Exactement. Avec, essentiellement vraiment tiré de mon expérience, parce qu'encore une fois, je suis ni coach ni thérapeute, c'est clair, mais qui, je pense, dans le même esprit que l'article, pour aider les gens à identifier, peut-être à leur donner des pistes, parce que, comme je disais, j'ai eu des lectrices qui m'ont dit « Merci, grâce à l'article, je suis allée voir un thérapeute, ça y est, j'ai trouvé un chemin, etc. » Vous savez, même si vous aidez une personne, ça m'a rendue vraiment heureuse. Et je me dis que comme j'ai fait un grand chemin, comme je pense que c'est un sujet très important pour moi, qui a conduit une grande partie de ma vie, que j'ai aujourd'hui un petit peu de recul, j'ai envie de le faire. Ce sera fait avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'amour en tout cas, pour aider ces personnes dans la souffrance. Alors, avis aux éditions
éditeurs parce que je puis vous confirmer qu'il y a eu des milliers de likes au travers de cet article. Peut-être d'autres articles à venir aussi sur d'autres sujets ? Oui, un sujet important sur lequel j'écris, c'est le sentiment de culpabilité aussi. La culpabilité qui je pense que ça parle aussi énormément aux personnes. La culpabilité, parce que finalement, on a été beaucoup élevé dans la culpabilité, que ce soit par nos parents, alors toujours en essayant de faire bien, mais c'est par l'école, par toutes les institutions, la religion, la société, etc. Et même moi, je me rends compte, moi, en tant que parent, j'ai souvent des propos très culpabilisants parce que c'est ce qu'on a appris et ça a des énormes conséquences en fait sur nos vies. Et je m'en suis aussi rendu compte. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit essai, d'écrire quelque chose là-dessus, qui, je pense aussi, peut parler à un certain nombre de personnes pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité et pour vraiment vivre sa vraie vie. Parce que moi, je pense que mon objectif, c'est d'aider les personnes à vivre leur vie, leur vraie vie, à oser faire un certain nombre de choses, à oser être eux-mêmes. Voilà. Et je pense que malheureusement, la plupart du temps, on n'est pas nous-mêmes. On n'ose pas être nous-mêmes. On est juste le produit de plein de choses, de notre éducation, de nos problèmes, de nos sentiments, de notre souffrance. Et il y a des clés pour s'en sortir. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des clés pour s'en sortir. Eh ben, on va suivre ça de tout près. Peut-être que d'ici quelques mois, quand ce livre sortira ou les articles suivants, on pourra te retrouver sur Radio Bien-être. Alors, j'ai entendu parler aussi, je crois que tu m'en avais parlé il y a un moment donné, quand je t'avais au téléphone, où tu me parlais de petits contes initiatiques. Alors, oui. De quoi s'agit-il ? Alors, ces petits contes, oui, j'y tiens beaucoup. Alors, ces petits contes initiatiques, en fait, je les ai démarrés. C'est une jolie histoire. J'ai ma maman que j'aime très fort, qui a été malade, qui a une maladie assez grave et en fait qui est assez éloignée de moi, on va dire géographiquement, et j'avais vraiment très envie de l'aider. Et enfin d'être près d'elle en fait, c'était pas dans le sens vraiment de l'aider, mais c'était d'être près d'elle. Et j'ai commencé parce que je suis passionnée de contes en fait. Moi, si j'avais une autre vie, je crois que j'adorerais être conteuse. Voilà, je trouve que les contes sont merveilleux et sont souvent des métaphores extraordinaires. Parce que finalement, quand vous dites des choses à des gens, vous leur dites des grandes phrases, des grandes idées, ils vous disent oui c'est ça, etc. Et il peut même y avoir un rejet en fait, joue pas ta psy, enfin etc. Par contre, quand vous leur racontez un petit conte qui, en finale, une métaphore avec un certain nombre de messages, avec un roi, une princesse ou des animaux, soudain, c'est clair. Et puis, eux-mêmes font le rapprochement avec ce qu'ils vivent. Et là, il se passe plein de choses. C'est vraiment passionnant. En fait, je m'en suis rendu compte. Alors, on s'en rend compte avec les enfants, mais avec les adultes aussi. Et donc, j'ai commencé à lui raconter plein de petites histoires, à lui envoyer comme ça des petits contes. Et ça lui a fait un bien énorme, en fait. Et ça la faisait réfléchir sur plein de choses et du coup, avec En quête du bonheur, je leur ai proposé de faire des petites vidéos, en tout cas de raconter ces contes pour que les gens eux-mêmes en sortent leurs propres conclusions et puis parce que finalement on reste des enfants et je crois que c'est vraiment important d'entendre des contes. Enfin, c'est quelque chose qui peut vous ouvrir à des choses merveilleuses. Et alors, est-ce qu'on pourra avoir le plaisir pour Radio Bien-être et les auditeurs d'avoir un petit conte ? Mais bien sûr. Anne-Sophie Green et son petit conte. Alors, le petit conte, alors il est connu, c'est des contes, alors pour l'instant, il y en a certains que j'ai récupérés, que je connaissais depuis longtemps, d'autres que j'écris aussi, donc voilà, donc c'est un que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Le pouvoir divin de l'homme. Dans les premiers temps de la Terre, les hommes étaient semblables aux dieux. C'était l'ancien âge d'or dont nous avons perdu la souvenance et gardons la nostalgie. Or, il advint que les hommes de ce temps abusèrent de leur pouvoir. Ils rompirent l'harmonie qui existait depuis le début des temps avec les autres règnes, ceux des minéraux, des végétaux, des animaux, qu'ils se mirent à détruire, à exploiter sans vergogne. Ils se coupèrent des autres dieux pour n'en faire qu'à leur tête. Alors le maître des dieux jugea qu'il était nécessaire d'ôter aux hommes leur pouvoir divin et de les cacher à leurs propres yeux, pour qu'ils reprennent conscience d'eux-mêmes, de leur origine, et retrouvent celle-ci au temps venu. Il convoqua donc l'assemblée de tous les dieux à l'exclusion des hommes.
Et un débat s'ensuivit pour savoir dans quel endroit inaccessible cachait à l'homme sa propre divinité. Ne pourrait-on pas, dit l'un d'eux, le cacher au sommet de l'Himalaya, là où l'oxygène est si rare que l'homme ne peut y respirer ? Tôt ou tard, dit le maître des dieux, l'homme arrivera à escalader les plus hautes montagnes, il est hardi et téméraire. Alors, dit un second, cachons la divinité de l'homme dans une île glacée, perdue au milieu de l'océan. Tôt ou tard, dit le maître des dieux, l'homme intrépide réussira à franchir cet océan. Alors, dit encore un autre, pourquoi ne pas le cacher au fond des océans, dans les abysses, là où l'homme ne peut s'aventurer puisqu'il ne peut vivre sous la mer. Mais tôt ou tard, il réussira à atteindre le fond des mers, car il est inventif, ingénieux. Un quatrième suggéra que l'on cachât dans les plus lointaines étoiles inaccessibles, etc. Bon, chacun des dieux finalement proposait une solution, mais toutes parurent également inadaptées, tant l'audace, la ruse et l'esprit inventif de l'homme sont grands. Les dieux finirent par constater qu'ils ne voyaient vraiment pas où cacher la divinité de l'homme sans que celui-ci puisse un jour prochain la retrouver. Le maître des dieux dit alors « Nous la cacherons donc au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. » Et c'est depuis ce temps que les hommes escaladent les plus hautes montagnes, explorent le fond des mers, volent dans les airs, voyagent jusqu'à la Lune, entreprendre de se rendre sur les autres planètes, explorent le cosmos, à la recherche finalement de ce qui est juste enfoui au cœur de leur cœur. Oui, bravo. Non, excellent, c'est magnifique. Voilà, même pas besoin, vous voyez, d'expliquer finalement qu'on passe beaucoup de temps à rechercher ce qu'on a juste au fond de soi-même. Superbe. Tu voudrais peut-être nous parler de quelque chose qui te tient à cœur. Oui, et c'est quelque chose de très récurrent. Et qui peut peut-être aider justement dans les problématiques qui étaient le sujet du jour, du sentiment d'abandon. Alors c'est quelque chose dont je pense qu'il faudrait une autre émission, Philippe, et peut-être que tu me réinviteras un jour, mais ou qu'on aura un jour quelqu'un de très connu dans ce domaine, très expérimenté, qui est la méditation. Alors la méditation, pour moi, je l'ai rencontrée, on va dire, il y a longtemps, mais finalement je la pratique depuis quelques années et surtout depuis un an, très 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 intensément. Et je peux vous dire que la méditation, alors je vais dire m'a sauvée, en tout cas a fait de moi quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment pour moi un outil, une méthodologie la plus puissante qui existe. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, finalement la souffrance est au fond d'eux et on doit s'occuper de notre souffrance puisque c'est pas la peine d'aller chercher la souffrance chez la cause de notre souffrance chez les autres, mais au fond d'eux-mêmes. La méditation va être vraiment un entraînement, une aide absolument énorme pour aller regarder cette souffrance, pour la comprendre et pour s'en libérer. Voilà. Et je peux vous dire que les conséquences de cette méditation, en tout cas à force de méditer, ont des énormes conséquences très très bénéfiques sur ma vie, dans mon travail, avec mes enfants, dans ma vie de tous les jours, que ça se voit, que les gens me l'ont dit. Et je vous invite vraiment, c'est aussi quelque chose que j'ai proposé à ma maman, qui depuis va également beaucoup mieux. Il suffit pas forcément, vous n'avez pas besoin de méditer 3 heures par jour, mais juste un petit moment de façon régulière. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Voilà. Et j'encourage vraiment à toutes les personnes qui m'entendent de se renseigner, d'aller voir. Il existe maintenant énormément de livres, même il y a des applications sur smartphone. Et sur Internet, avec bien sûr celle de Mathieu Ricard, etc., que je recommande parce que voilà, c'est pour moi des références en tout cas dans ce domaine. Et on entend beaucoup parler de lui en ce moment effectivement avec leur nouveau livre. Voilà, méditez, sortez-vous de cette souffrance, de ces pensées qui vous enferment, libérez-vous. Et il y a vraiment des méthodes, c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu d'effort tous les jours, un petit peu de temps. Et je peux vous dire que ce petit temps, ça vous amène une grande libération. Donc un petit outil qui peut être très utile, très puissant pour traverser nos problématiques diverses et variées, tel le sujet du jour. Et notamment la souffrance. Et je peux vous dire que la souffrance peut vraiment, vous pouvez vous libérer de beaucoup de souffrance grâce à la méditation.
Ben ça, nous sommes très heureux de l'entendre dire et nous arrivons effectivement au terme de cette émission. On pourrait continuer effectivement de déployer un petit peu plus la compréhension de ce sujet qui pourrait faire le sujet effectivement d'une émission. J'espère que nous aurons le grand plaisir peut-être de la mettre en place. En tout cas, merci encore 1000 fois Anne-Sophie d'avoir accepté cette interview sur Radio Bien-être. Merci à vous. Voilà, et on espère te revoir, t'entendre très prochainement et proposer de nouveau à nos auditeurs des expériences de vie qui peuvent leur permettre à leur tour de rebondir. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci et puis bravo à ces radios, à tous ces sites qui permettent, je pense, vraiment à des moments donnés d'aider des personnes à donner des voix. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va sortir de ces souffrances et qu'on peut évoluer, se développer et puis être heureux. Voilà. Merci énormément. Vous pouvez contacter Anne-Sophie sur le blog Enquête du Bonheur. L'adresse, vous la trouverez certainement. Et on lui dit à très bientôt. Merci Anne-Sophie. Au revoir Philippe. Bye. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Bien-être. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton Réécoute. Radio Bien-être vous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission dont le thème sera « Qu'avons-nous fait de nos rêves ?» avec Éric Niclou, coach et auteur, que j'aurai bonheur à interviewer. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations et suivre mon actualité, je vous invite à me contacter sur mon blog enquêtedubonheur.fr et sur ma page Facebook La Quête du Bonheur. C'était Philippe pour Radio Bien-être. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec toute ma bienveillance. À bientôt.